Et c'est parti, bonjour à tous, bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de Twitch qui change ses règles de rémunération coup de massue pour les streamers. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 23 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Comment vous allez ce matin? Comment se porte le chat? Salut Technisavoir, salut ActuTech Reddit, salut Ztitus, salut Poppy, salut Zepipomolo, salut Ancodrouk, salut Olek, salut Import, salut Ivan, salut à tous, salut Samuel, salut Fanny. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que ça a bien dormi? Est-ce que vous êtes bon pied, bon oeil? Prêt pour le mug ce matin? Des bouchons. Aïe, 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 aïe. Paperman, ça c'est chiant. On va essayer de te faire passer les bouchons. Le son est un peu bas. Je demande un retour dans l'oreillette. Est-ce que je dois remonter mon son? C'est vrai qu'on a bidouillé des trucs hier. Un retour de la modération dans l'oreillette, s'il vous plaît, pour me dire si le son est trop bas ou pas. Il est bien. Oleg a décidé que le son du micro était bien. Donc, montez le volume chez vous. C'est parti donc, c'est parti. Allez, de quoi on va parler ce matin? On va regarder le sommaire ensemble. Je me remets en caméra principale. J'affiche le sommaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce nouvel atelier pour présenter les mugs. Quel confort! On s'endormirait presque. On va parler de Twitch qui change ses règles de rémunération coup de massue pour les streamers. Zerator a d'ailleurs réagi, il s'est pris un torrent de boue. On va parler effectivement de toute cette histoire. On parlera très rapidement de Microsoft qui annonce un événement le 12 octobre, probablement pour annoncer des nouvelles surfaces. Nous parlerons également, puisque c'est de la tech, c'est dans l'actualité, et comment les recherches Google, notamment les Russes qui cherchent comment se casser un bras chez soi sur Google pour éviter la mobilisation militaire, mais d'une manière peut-être plus tech. On parlera effectivement comment, en s'informant sur les recherches Google d'un pays, on peut avoir, on va dire, une photographie parfois un petit peu différente de la propagande, dans un sens comme dans l'autre. Justement, je parlerai un petit peu de ça. Nous parlerons également de Meta, ex-Facebook, Meta Group, poursuivi pour non-respect des règles de confidentialité d'iOS. Nous parlerons également de Discord, puisque Discord, alors, il nous avait invité à un event, on n'a pas pu y aller parce que Guillaume était malade, moi j'étais en train d'enregistrer un podcast, mais il nous avait invité effectivement à un event en France. Pourquoi Discord mise sur la France, un service unique loin de la toxicité des réseaux sociaux? On parlera justement de Discord, d'une autre, mais aussi de Discord en général. En dernier article, on parlera de Logitech et Tencent qui officialisent leur partenariat autour de la console portable Logitech G Cloud. Et oui, Logitech va lancer une console dédiée au cloud gaming. On en parlera justement, ça sera le dernier article. J'ai prévu de ne pas faire de cerise ni de tartine pour essayer de faire un bon cornfac ce matin. On verra, on a beaucoup d'articles quand même, donc no pressure, on est vendredi. Moi, je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé. Merci Laura Vegan pour ton sub. Merci Darlito. C'était il y a 10 heures. Laura est toute seule ce matin à essayer de lancer le train de la hype. Alors, elle a retroussé ses manches.
est en train de prendre des pelletés de charbon et hop, dans la locomotive. Bah, merci à toi, Laura Vegan. Merci, merci. Bonjour à tous ceux qui arrivent, on va démarrer tout de suite. Premier article, et justement, vous êtes sur Twitch, on va parler de Twitch. On avait déjà parlé de Twitch en début de semaine avec l'histoire des casinos en ligne. Twitch a plutôt bien réagi et promptement réagi à cette menace de grève des streamers, mais il a profité, on va dire, du good buzz qu'il avait fait en disant « Ok, on va interdire certaines plateformes de casinos en ligne, on va encadrer tout ça », pour faire passer un petit message qui n'a pas fait plaisir à tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu. Le titre de l'article de Presse Citron est donc Twitch change ses règles de rémunération. Coup de massue pour les streamers. Est-ce que j'ai pris un coup de massue? Justement, on en parlera. Dans un communiqué publié ce mercredi, Twitch vient en effet d'annoncer un changement important concernant la rémunération des streamers. Concrètement, les plus gros streamers de la plateforme bénéficient aujourd'hui d'un revenu, 70% des revenus nets provenant des abonnements, les fameux subs, tandis que les autres créateurs de contenu ne touchent que 50%. Donc, il y a certains streamers qui ont un 70-30 et la plupart des streamers sont à 50-50. C'est ce 70-30 qui pose problème à Twitch, en fait. Le coup de pouce sera en partie supprimé à partir du 1er juin 2023. Dans les détails, Twitch précise que les streamers pourront toujours bénéficier du ratio 70-30 jusqu'à 100 000 $ de revenus par an, mais au-delà, ils retomberont dans le 50-50. Le service d'Amazon s'est justifié en pointant le coût des streamings. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que je suis un des seuls à vous parler de la bande passante et du coût d'Internet. Je l'ai fait pour YouTube, j'ai fait des vidéos sur le sujet. C'est quelque chose qu'on néglige complètement quand on pense à Internet, puisqu'on a l'impression que tout est gratuit. Mais combien ça coûte à Twitch, combien ça coûte à YouTube de diffuser toutes ces vidéos? Et je vous ai souvent dit, Twitch, ça coûte plus cher que YouTube, parce que c'est de la vidéo live. Eh bien, c'est exactement ce que dit Twitch. Le coût de notre service, diffuser en direct une vidéo haute définition à faible latence, est toujours disponible aux quatre coins du monde et ça coûte cher. D'après les tarifs publiés par Amazon Interactive Video Service, IVS, donc le service qu'utilise Twitch, puisqu'ils sont dans le giron d'Amazon pour diffuser, mais ils doivent payer quand même la bande passante. La solution de vidéo en direct utilisée par Twitch, le coût de diffusion pour un créateur qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés dépasse les 1 000 $ par mois. Combien vous êtes? Combien vous coûtez à Twitch? Merde, où est-ce que je peux voir combien vous êtes? Vous êtes là actuellement 497. Combien vous coûtez à Twitch? Quelqu'un me fait le calcul. Donc ça fait, on va dire, 5 fois plus. Alors, nous, on ne stream pas 200 heures par mois. Combien on stream par mois? Je vais regarder les statistiques de la chaîne. On va dire, à peu près à 30 heures sur les 28 derniers jours. Il y a un mathématicien qui peut me faire les calculs, ou juste quelqu'un de bon en maths, qui peut me faire le calcul. Combien on coûte? Imaginons qu'on ait une moyenne de 500. On est une moyenne de 500. On stream, j'ai dit quoi, 30 heures. Nous coûtons 750 $ la chaîne à Twitch. Donc il faut qu'ils récupèrent cet argent pour être rentable. Et même qu'ils en récupèrent un petit peu plus pour être profitable. Donc une entreprise, en fait. Merci pour ceux qui ont calculé. On va dire à peu près 750 $ par mois. Il y en a qui contredisent le calcul. Nous allons avoir un débat de mathématiciens. Moi, je suis nul en calcul mental. Donc, en fait, voilà le problème. Parce que, imaginez bien, on va prendre Zerator puisqu'on va parler de lui. Zerator, quand lui stream, il est un tout petit peu plus gros que nous.
Je parle en audience, hein, pas... Après, je ne connais pas le régime de Zerator. Imaginez le coût de bande passante quand Zerator, même, ne prenons que le Z-Event, le public qu'il y a eu pendant, ça a duré quoi, 48 heures. Imaginez le coût de bande passante pour Twitch. Il faut qu'il l'amortisse, ce coût, d'une manière ou d'une autre. Et là, le problème, c'est qu'avec un ratio 70-30, ils expliquent que c'est compliqué pour eux de rentabiliser les gros streamers. Alors, bien sûr, les calculs ne doivent pas être aussi simples que ça, et on en parlera justement. Ces annonces n'ont pas manqué de faire réagir les têtes d'affiche de la plateforme Twitch, à l'image de Zerator, qui semblait logiquement agacé. Zerator a tweeté « Diminution de 20% de mon chiffre d'affaires annuel de Twitch à partir de mi-2023, sans qu'on puisse discuter ni faire quoi que ce soit. Et non, changer de plateforme n'est pas viable et en monter une autre encore moins. C'est une bonne année pour transformer les gros projets 1. » Bon, la dernière phrase est ironique. D'abord, alors, il faut on va analyser ce tweet parce que c'est intéressant à plusieurs niveaux. Parce qu'il s'est pris un torrent de boue. Ouais, ça va, on sait que tu fais plus d'1 million ou 1,5 million de chiffre d'affaires sur Twitch. Tu te gaves alors que moi, je travaille à l'usine, je joue même pas aux jeux vidéo dans la journée. Enfin, on va dire les attaques classiques. Ton salaire est d'1 million sur Twitch et tu te plains d'une perte de 20%. Il a parlé de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez lu salaire ? Bien sûr, vous savez la différence entre un chiffre d'affaires, parce que d'abord, Zerator, c'est une entreprise, et un salaire. Personne n'en sait rien de combien Zerator, à titre personnel, se paye sur son entreprise. Parce que quand il parle du chiffre d'affaires annuel de Twitch pour la marque Zerator, pour l'entreprise Zerator, ça veut dire qu'avec ce chiffre d'affaires, il paye ses impôts, les salaires des gens qui travaillent, tous les projets, enfin, il paye tout, en fait. Donc, il peut... je donne juste un cas de figure. Je ne suis pas dans la compta de Zerator, et puis Dieu m'en préserve. Il peut très bien faire 1,5 million de chiffre d'affaires sur Twitch et dépenser 1,6 million. Et dans ce cas-là, l'entreprise Zerator, elle est déficitaire. Donc ça, on n'en sait rien. Ça, c'est déjà... je réagis aux réactions qu'il y a eu sur Twitter et ça me fait pleurer qu'en France, on ait cette ignorance crasse du fonctionnement des entreprises. Dès qu'on dit entreprise patron, on n'affiche que du mépris et on pense gros riche avec un cigare qui exploite des pauvres travailleurs. Mais même là, je dirais que l'égoïsme va plus loin. On pense même pas justement aux travailleurs qui travaillent pour Zerator et au salaire. Ça veut dire quand même 20% de revenus en moins pour l'entreprise pour payer des salaires, pour embaucher. Voilà. Donc c'est terriblement dommage qu'on ait ce manque de culture quand même en France. Je ne parle pas pour vous, mais quand allez voir le tweet de Zerator et les réactions des gens, l'ignorance, elle est totale sur le fonctionnement, sur la différence entre un salaire et un chiffre d'affaires pour une entreprise, quoi. Donc, oui, et ce qu'explique ensuite, effectivement, Zerator dans son tweet, c'est que cette année, il voulait, on le sait, il est en train de préparer un event différent, il est en train de lancer des projets. Donc ça veut dire que son entreprise fait des investissements. Vous êtes en train d'investir de l'argent, donc de prendre des risques par rapport à votre trésorerie, et on vous annonce que votre chiffre d'affaires va être diminué de 20% sans aucune espèce de dialogue ou de négociation. Alors vous allez dire, oui, mais Twitch n'est pas non plus l'employeur de l'entreprise de Zerator. C'est lui qui fait son business. S'il n'est pas content, il n'a qu'à monter son propre Twitch, payer sa propre bande passante, monter sa propre plateforme. C'est généralement la deuxième vague de commentaires qu'on a quand on parle des soucis de créateurs de contenu et des plateformes sur lesquelles on diffuse. On nous dit, tu te plains de YouTube, tu te plains de Twitch, t'as qu'à monter ton Twitch ou ton YouTube, ça devrait être simple, quoi. Hop, hop, 2 lignes de code, un player vidéo et boum.
C'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. Sinon, vous doutez bien qu'on l'aurait fait depuis longtemps. D'abord, reparlons de la bande passante. Amazon, ils streament tout le monde, donc la bande passante, ils l'amortissent comme ça aussi, par la loi des grands nombres, en achetant de la bande passante en grande quantité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas tant la quantité de bande passante qui coûte cher, c'est l'élasticité de la bande passante. Je l'ai déjà expliqué dans précédentes vidéos. Allez voir ma vidéo sur YouTube parce que je fais un calcul approximatif de combien coûte la bande passante pour Google. Là, je ne peux pas le faire pour Amazon en direct, mais c'est un coût que vous oubliez toujours et c'est le coût le plus important d'Internet, la bande passante en fait. L'élasticité de la bande passante. Ouais, Willrow, quelque part ton analogie, elle est un peu la même. Oh là là, les autoroutes, les péages, c'est cher. Bah, construis ta propre autoroute si t'es pas content. Ça marche pas comme ça. On pourrait pas, de toute façon, même si tous les streamers se rassemblaient, qu'on décidait d'acheter des serveurs, à Amazon en plus, pour lancer un service concurrent à Twitch, nous n'aurions absolument pas la force de frappe d'un Twitch. Son rayonnement, la publicité, toute l'infrastructure de Twitch. Vous vous rendez pas compte du coût de ça, en fait. Merci Pierre Lecon, qui n'est pas si con, puisqu'il nous a fait un Prime. Merci à toi. Merci Laurent aussi, CDG, pour ton Prime. Merci à vous. Il n'y a aucun contrat avec Twitch et il base son activité sur... Alors si, on a des contrats, Langelo. Enfin, tu acceptes des conditions d'utilisation de la plateforme. Mais tu veux qu'il base son activité sur quoi? Son activité, c'est de streamer, Langelo. Comment veux-tu? Mais on a des contrats. On signe, on coche des cases, des conditions d'utilisation d'une plateforme. Et effectivement, dans les conditions d'utilisation de ces plateformes, on prend un risque énorme. C'est écrit noir sur blanc, la plateforme se réserve le droit de changer les modalités de rémunération des créateurs de contenu quand elle en a besoin ou quand ça lui chante. Twitch existe au travers de ces streamers. Oui, bien sûr qu'il y a un lien. Twitch aussi prend des risques en changeant cette rémunération. Parce que bien évidemment... Alors, reprenons maintenant l'annonce de Twitch. Et il faut la décortiquer. Le 70-50 restera jusqu'à 100 000 $ par an. Donc, on va dire pour les streamers médiums ou qui sont plutôt, on va dire, dans un business auto-entrepreneurial, qui n'ont pas forcément monté une structure avec des salariés et tout ça, je pense que l'impact sera un peu moins grand. Mais vous avez bien vu les chiffres d'affaires des plus gros streamers, puisque ça a leaké il y a quelques mois. Donc, je vous invite à aller revoir ça. Pour un gros streamer, tu arrives vite aux 100 000 € par an. Et 100 000 € par an, si tu as quelqu'un que tu payes pour monter tes highlights, quelqu'un qui t'aide au niveau commercial pour trouver des partenariats, etc., tu mets 2-3 salaires sur 100 000 €, ça part à une vitesse vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, je le redis pour le mettre dans le contexte, avec les chiffres que je connais moi, j'ai une certaine transparence, je ne vous donne pas tous les chiffres parce que ça ne vous regarde pas et c'est la vie privée de notre entreprise, mais aujourd'hui, nous, Nowtech, on a besoin d'entre 15 000 et 20 000 € par mois pour fonctionner. Donc, à rapporter ça par an, et voyez le chiffre d'affaires qu'on doit faire par an. Bien évidemment que Twitch prend cette décision aussi dans un contexte économique particulier, montée de l'énergie, les data centers qui vont gérer effectivement tous les streams d'Amazon, le coût de l'énergie, ils n'ont pas un bouclier qui protège, comme les particuliers en France. Bien sûr, tous les coûts augmentent, quoi.
Le matériel, c'est rien. Honnêtement, le matériel, c'est rien. Souvent, vous vous focalisez sur le matériel. Ah là là, vos caméras hyper chères. Je veux dire, une caméra, même une très chère, on va dire, aller dans les 2000 euros, ça s'amortit comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est rien du tout. On fait attention à ce qu'on achète. On ne peut pas acheter n'importe quoi. Mais par rapport à un salaire, c'est les salaires qui coûtent cher dans nos métiers. Quelqu'un qu'on paye un petit peu mieux qu'un SMIC, bah, on va vite dans les 3000 euros à sortir par mois. Une caméra, c'est 2000 euros une fois. Franchement, le matériel, je comprends que pour vous, c'est du tangible. Donc, ça vous paraît les trucs les plus chers. Mais franchement, non. Quand moi, je vous parle de 15 à 20 000 euros par mois pour qu'on fonctionne, je vous parle des salaires, je vous parle des traites, puisqu'on travaille beaucoup avec des freelances. Je vous parle du loyer, de l'électricité, etc. Tous ces trucs qui n'ont rien à voir avec le matériel. Donc, plusieurs choses. Donc, ça va surtout impacter les plus gros streamers et c'est très dangereux pour Twitch de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, les très gros streamers, les Zerator, les Antoine Daniel, etc., je parle pour la France, sont quand même ceux qui qui amènent le plus de monde sur la plateforme. Donc, leur enlever une partie de leur rémunération à hauteur à peu près de 20%, c'est dangereux parce que, oui, la compétition existe. Est-ce qu'ils vont aller sur YouTube? Je pense pas. En France, Twitch est trop puissant. C'est pas tout à fait pareil aux États-Unis. Le YouTube Live aux États-Unis marche mieux qu'en France. Donc, ils prennent un risque calculé. Ils se disent jusqu'où on peut enlever un peu de rémunération aux plus gros streamers sans qu'ils se barrent. Mais c'est quand même un exercice dangereux. Alors, l'autre risque pour vous, les viewers, c'est que nous, les streamers, pour compenser ce manque à gagner... Alors, vous posez peut-être la question sur Nowtech. Nous, on est au 50-50. On ne nous a jamais proposé le 70-50. Donc, dans l'absolu, ça ne va rien changer pour nous. Dans l'absolu. On verra dans les mois à venir. Parce que c'est peut-être une mesure et il y en aura peut-être d'autres. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les gros streamers ? Il est probable qu'ils mettent plus de pubs, qu'ils autorisent Twitch à mettre plus de pubs dans leur stream pour essayer d'amortir le différentiel. Ce qui arrange Twitch, parce que le revenu publicitaire, ils en ont besoin, Twitch, justement pour payer la bande passante. La France représente rien comparé aux streamers anglophones. Alors là, désolé de te le dire, mais t'as tout faux, Tony. Nous, on était à la TwitchCon. L'Espagne, aujourd'hui, justement, avec le fait que tous les pays qui parlent espagnol, l'Espagne organise les plus gros streams sont espagnols et pas anglophones. Et la France, on est derrière. On est un pays énorme pour Twitch, mieux organisé que les États-Unis, moins dispersé, c'est-à-dire qu'on a des très très gros streamers en France. Donc de croire, toujours dans notre manière de voir, que la France est minuscule, d'abord parce qu'on a quand même aussi des pays francophones, de croire que la France est minuscule, c'est une mauvaise vision des choses. Regarde le Pixel War, la France, quand elle se mobilise, et les streamers et le public des streamers français se mobilisent, on est très cohérent et on a des très très gros streamers en France. Hein. Et je peux te dire que la TwitchCon Amsterdam, les Espagnols, les Français, par exemple, on est beaucoup plus gros que les streamers allemands. Donc, non, il faut pas croire qu'on est tout petit, hein. Donc, ça pose... je vous l'ai souvent dit, et certains nous traitent de débiles ou de fous. Oui, c'est très dangereux, le business de création de contenu. On fait pousser des carottes dans le jardin du voisin. On utilise YouTube, on utilise Twitch pour diffuser notre contenu. Et si ces plateformes changent leurs conditions, notre business model peut disparaître du jour au lendemain. Donc on est dans une précarité qui est obligée parce qu'on ne pourrait pas diffuser ailleurs.
Mais oui, je vous le dis en tant que dirigeant d'une entreprise de création de contenu, il y a des matins, je me lève le ventre noué. Je fais des cauchemars de YouTube qui décide de couper la plateforme. C'est pas un business simple. Je vais me tourner un petit peu vers le chat pour voir ce que vous en dites. Syndrome de Stockholm. En vrai, il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas ces angoisses. Quand vous êtes une entreprise, généralement tributaire de vos fournisseurs, de vos transporteurs. D'une certaine manière, toute entreprise fait pousser ses carottes dans un bout de terrain du voisin. C'est extrêmement rare, voire impossible, qu'une entreprise fasse une intégration verticale de tous ses coûts. C'est-à-dire avoir ses propres transporteurs, sa propre prod, ses propres sous-traitants, etc. C'est compliqué. Et n'oubliez pas que on ne le fait pas à contre-cœur. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans, à l'époque de No Watch. On avait essayé de diffuser nos émissions nous-mêmes. Parce qu'à l'époque, ce qui était à la mode, c'était les podcasts vidéo, et les gens téléchargeaient les podcasts vidéo. Donc, on s'était dit, nous, on ne veut pas aller sur YouTube, on va avoir nos propres serveurs qui vont héberger nos vidéos, et les gens vont télécharger sur nos propres serveurs. Bonne idée. Et puis, j'ai reçu une facture de 7 000 € de bande passante. Notre chiffre d'affaires, à l'époque, ça oscillait entre 800 € et 1 000 € par mois. Et vous recevez 7 000 € de bande passante. J'ai pleuré. Ça calme, ouais. Donc, tout ça pour dire, moi, je suis très content que YouTube et Twitch payent la bande passante pour diffuser mes émissions et toute l'infrastructure. C'est des coûts absolument énormes que je ne pourrais pas créer moi-même. Après, ça fait déjà 1 an et demi que Twitch propose plus le 70-30. Oui, en fait, c'est les anciens qui vont être pénalisés. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de vous rappeler sans cesse, parce que c'est normal que vous n'y pensiez pas. Et en plus, les plateformes n'aiment pas beaucoup parler de ça, mais le vrai coût d'Internet, et Internet n'est absolument pas gratuit, mais le vrai coût d'Internet pour les entreprises du web, c'est les coûts de bande passante. Dreamliner, c'est très difficile pour moi de remonter la chatroom, donc si j'ai pas vu ton message, je peux pas lire tous les messages. Sans spammer, répète-le de temps en temps et je tomberai peut-être dessus. Au-delà de ça, c'est encore un symptôme d'un Internet monopolisé. Je vois pas où tu veux en venir, mais ok. Une facture de 7000, je saute sur les serveurs. Ce qu'il se passe avec quelqu'un... Ah, putain, ça va trop vite. Je saute sur les serveurs et j'enlève le câble. Oui, ça a été un peu ça, ouais. Ils pourraient pas baisser la qualité vidéo pour diminuer leur coût, genre 720p. Bah, c'est déjà ce qui se passe quand vous n'êtes pas contributeur. C'est Twitch qui décide de la qualité du stream. Et c'est souvent du 720p. Donc, ils l'ont déjà fait, ça. Et le projet d'Elon Musk de mettre des satellites pour Internet, ça sera plus cher. Oui, parce que si Elon Musk met des satellites pour Internet, c'est surtout pour diffuser Internet dans des endroits où on ne pourrait pas fibrer et ce genre de choses. OSEF, les subs, du coup, mieux faire des OP. Bah oui, ça peut paraître le calcul simple. Je l'ai vu sur... bah, t'as qu'à prendre 20% de plus d'OP, Zerator. Arrête de te plaindre. Vous croyez que les OP, ça pousse sur les arbres? Vous croyez qu'il y a des tonnes de marques qui sont là avec leurs bifetons
et qui nous attendent, nous, les créateurs de contenu, pour dire « S'il te plaît, ça c'est je vous fais NordVPN, s'il te plaît, prends mon OP, Jérôme. Ou derrière un Rhino Shield qui fait « Oh là là, j'ai tellement besoin qu'on parle de moi, s'il te plaît, prends mon argent. » Non, ça se passe pas comme ça. C'est hyper dur de gérer les OP. Les annonceurs, bah, c'est la crise pour eux aussi. Les prix sont plus bas. Souvent, j'ai l'impression que vous êtes là. Oui, quand même, Nowtech, vous pourriez choisir un petit peu mieux vos opérations. Mais vous croyez qu'on choisit? Au mieux, on nous propose, et encore parce qu'on a déployé toute une partie commerciale de notre entreprise que vous ne voyez pas, mais on a on a 2 commerciaux qui appellent les marques et qui prospectent, et ils nous ramènent quoi? 5-6 OP. Là-dedans, on peut en exclure une si elle est vraiment pas bonne. Mais on n'a pas tant de choix que ça. Ben, Zerator, il se fait spam d'OP. Alors, nous, on se fait spam aussi. Si je vous parlais du nombre de mails qu'on reçoit nous proposant des OP, alors là, on n'aurait pas de problème. Mais ils nous proposent des misères. Ils nous proposent de nous payer en visibilité. Ils nous proposent, tiens, je te donne mon clavier, tu fais une vidéo YouTube dédiée sur mon clavier. Mais non, moi j'ai des gens à payer, je vais pas les payer avec les touches du clavier, mec. Et c'est exactement pareil pour Zerator. La taille de son entreprise fait que les OP, il doit prendre des OP qui sont au minimum rentables pour son entreprise. Zerator, je suis certain qu'il a une putain d'équipe ou une régie, carrément, une équipe commerciale que vous ne voyez pas, qui est là à faire le tri des OP et à essayer de trouver des OP qui valent le coup, quoi. Ah, mais c'est le truc, c'est que ça va être mis en place tout en continuant le 50-50. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. Si ce n'est que, effectivement, peut-être que dans un mouvement d'humeur, des anciens, des grands, des Zerator, des Antoine Daniel, ou je sais pas, vont dire, bah, fais chier, je suis moins payé, je gagne moins d'argent, je vais faire autre chose. Et du coup, parce que c'est pas, et Flonfon vous le dira, nous on est là aussi parce que des Zerator, des Ponce, des Antoine Daniel, des Magla, tout le monde, on va dire les grands anciens, on dirait que je parle de Cthulhu, les grands anciens drive du monde sur la plateforme et on fait connaître Twitch. Donc on serait indirectement impacté si ces grands anciens quittaient la plateforme. Pour le cas d'Antoine Daniel, c'est différent. Il est seul dans son entreprise. Je trouve ça un peu dommage. Moi, je critique aucun projet. Il y a beaucoup de youtubeurs ou de streamers. C'est une auto-entreprise ou une entreprise unie qui ne veulent pas forcément créer une vraie entreprise. Parce que leur business Antoine Daniel, il ne se lance pas dans des grandes prods, il n'organise pas un Z-Event. Tu n'organises pas un Z-Event en étant tout seul, tu organises un Z-Event en créant une entreprise. Et chacun son kiff. Moi, mon kiff, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer des jobs, c'est de créer une entreprise. Donc tout l'argent, moi, que je gagne, je le réinvestis là-dedans. D'autres, leur gros kiff, bah, c'est de s'acheter un super appart. Donc, ils vont pas embaucher des gens. Et je critique pas. Tout le monde a le droit d'avoir des projets différents de vie, quoi. En tout cas, ils peuvent pas quitter du jour au lendemain. Ils ont trop besoin de Twitch. Oui, tout est une question d'équilibre. 20%, c'est un gros impact sur une entreprise comme Zerator. Alors, une SUL, ça je verrai, une SUI 7, chaque fois effectivement qu'on a ce débat, mais pourquoi vous n'allez pas sur Peertube et tout ça? Mais personne nous suivrait. Là-dessus, je suis désolé, mais vous êtes super naïf. Euh, Peertube, en dehors du cercle technophile, personne ne connaît. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous y allez pas, bah, si vous y allez, peut-être que les gens connaîtront. Mais oui, mais il va falloir combien de temps
pour que les gens suivent et se mettent à Peertube. Nous, notre business model, on a des gens à payer tous les mois. On fait les émissions dans la rue. Oui, c'est un autre business model, ouais. Oui, oui, j'ai précisé la règle des 100 cas. Hein. Enfin, merci à tous de vos conseils de business model. Allez sur OnlyFans et tout ça. Allez trouver un vrai métier. Généralement, ce genre de discussion, ça se termine par une grande fatigue de votre part. Oh, t'as qu'à prendre un vrai job, Jérôme. Tu nous saoules avec tes histoires. Hein, t'as qu'à aller prendre un vrai job salarié et voilà quoi. Et vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. TikTok. À TikTok, on a parlé des problèmes de rémunération sur TikTok. On est 935. Putain, vous commencez à coûter cher à Twitch, là. Allez, on augmente. Allez, on lance le train de la hype aussi, là. Parce que ce que j'ai oublié de dire, les primes, il n'y a pas cette découpe-là. Les primes, je crois que c'est toujours 50-50. On parle que des subs, je crois. Vendre de la drogue en activité secondaire. Vous êtes bourré de super bonnes idées de business model. Je devrais vous embaucher tous. Hein. À 0 euros de salaire, hein, on est bien d'accord. Hein. Je vous embauche en visibilité, les gars. Hein. Je cite votre pseudo, vous êtes embauché. Mais bon, je trouve ça intéressant de temps en temps de lever le voile sur les fonctionnements. Je trouve ça hyper intéressant que pour une des premières fois, Twitch dise « Hey, les gars, ce qu'on fait pour vous, de streamer toutes vos vidéos, là, ça coûte une putain de blinde et ça coûte de plus en plus cher avec cette putain d'électricité qui coûte de plus en plus cher. » C'est mal parti pour avoir un camp de fac, tu passes 30 minutes par article. Putain, il est 8h36. Mais ouais, mais c'est passionnant. C'est pas ma faute. Si on sub, on est actionnaire de la chaîne. En vrai, j'adorerais qu'il y ait un système qui permette de faire ça. Et encore une fois, on parle des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on s'en plaint. Moi, j'ai quitté un job qui me rapportait beaucoup plus d'argent, mais dans lequel je me faisais chier, pour faire quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais qui est passionnant. Il n'y a pas que l'argent dans le travail. Donc, je ne suis pas en train de me plaindre en vous disant « Oh là là, c'est compliqué, machin, etc. » Bien évidemment, si je voulais gagner plus d'argent, bah, je ferais un autre job. Et je vais vous dire une chose. Zerator pourrait gagner beaucoup plus d'argent en faisant un autre job, vu le talent qu'il a, à mon avis, et son esprit entrepreneurial. Allez, on va effectivement passer aux autres articles. Je vais peut-être les traiter un petit peu laser, hein, les autres articles. Il n'y a pas que le travail dans l'argent. De toute façon, l'argent, c'est pas de l'argent. L'argent, c'est de l'amour. Un jour, je ferai un spécial philo économique à la Jérôme, sauce Jérôme. On se prend une petite bouteille de rhum. On se fait ça, un petit stream un soir. Ça va mal se terminer. Je suis un islamo-gauchiste de droite, donc généralement, ça se termine mal. Hein. Oui, un stagiaire, ça se paye. Hein. Faut pas croire. Bref. Non, mais c'est hyper... J'adore avoir ce genre de débat avec vous. Allez, on continue. Et de quoi on va parler ensuite? On va parler rapidement de Microsoft parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'article de CNET. Mais pour vous annoncer effectivement qu'il y aura un event Microsoft le 12 octobre. Donc c'est bientôt ça, oui, c'est bientôt. A priori, on s'en doute, il devrait présenter de la Surface. Donc nouveau Surface Laptop 5, un convertible portable, tablette Surface Pro 9 ou encore un ordinateur de bureau tout en un Surface Studio 3 avec un grand écran. Ça, c'est les rumeurs de ce qu'il pourrait annoncer. D'après le site technologique allemand WinFuture, Microsoft pourrait ne proposer que des modèles de Surface Laptop 5 propulsés par Internet et non AMD et facturer 1 200 € pour le modèle 13
6,5 pouces et moins 1500 euros pour le modèle 15 pouces. Ça m'intéresse juste de faire un petit sondage. Je vais faire un petit sondage. Merde, ils sont où mes sondages? Gérer les sondages. Voilà. Alors, nouveau sondage. Utilisez-vous Surface? Alors, toute surface confondue. Ou avez-vous? Ou avez-vous? Vous comprenez ma question? Est-ce que vous avez déjà eu une surface? Ou est-ce que vous en avez une maintenant? Je vais mettre le sondage oui, non. Hein, vous connaissez mes sondages à la serpe. Hop, 3 minutes pour répondre au sondage. Je mets peut-être un point d'interrogation, c'est plus français. Allez, le sondage est parti. On va voir la notoriété, ou en tout cas, est-ce que Surface s'est vendu dans notre communauté? On va pouvoir analyser ça. Pour l'instant, nous sommes à 13% à peine. Utilisez-vous Surface ou avez-vous une surface? Ou avez-vous déjà eu une surface? Nous sommes à 16%. En vrai, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, il y a des commentaires dans la chatroom, très désobligeants pour Microsoft. Hein, le prix d'un iPad pour Windows. « 17%, ça remonte un peu. Vous êtes actuellement 40 à utiliser une surface Microsoft ou à avoir utilisé une surface Microsoft à un moment. Franchement, c'est bien pour un constructeur si jeune. Oui, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais on est quand même très loin. Si je posais la même question sur un iPad, ce serait intéressant, on le fera un jour. Je pense qu'on n'aurait pas le même taux. Mais attendez, bande de mythos, j'ai jamais vu une surface hors de leur boutique. Alors, c'est pas vrai, Nali Eric. Moi qui vais à certaines réunions et tout, il y a pas mal de gens en commercial qui utilisent des surfaces. J'en vois quand même pas mal des surfaces, donc je pense pas que ça soit pipé. Je pense que quand tu travailles dans une entreprise dont l'environnement est sous Windows, c'est plus compliqué d'avoir un Mac, quoi. Donc la surface, c'est un peu de ceux qui voudraient un Mac, mais comme ils sont sur Windows dans leur entreprise, ils prennent une surface. Et les commerciaux qui utilisent des surfaces, c'est clair qu'on sent qu'ils ne les ont pas achetées eux-mêmes. Hein. On va dire que la force de vente Microsoft vend des bons bundles aux grosses entreprises. Ouais. Windows Zone a rendu attractif les surfaces. C'est vrai que j'ai jamais, enfin, j'avais testé pas mal les surfaces il y a 2 ans, c'est ça? L'année dernière, j'avais un peu boycotté parce que on va dire que Microsoft ne s'est pas étouffé avec sa gratitude. On leur a fait 3 belles vidéos sur les surfaces sans être payé et on n'a même pas eu de remerciement, ce qui coûte pas cher, hein. Donc moi, il y a un moment, la marque, si elle veut pas m'envoyer ses produits, je parle pas de les avoir, je m'en fous moi d'avoir des produits, ça encombre les placards, on est obligé de faire un vide-grenier. Mais au moins qu'ils nous les prêtent, quoi. Et alors, si, ils nous ont proposé de nous prêter des trucs pour les tester, mais il faut les rendre tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire une vidéo, quoi. Dans l'entreprise où je bosse, ils veulent tout uniformiser Windows. Ils vont peut-être m'enlever mon Mac Mini M1. Oh, je compatis. Moi, alors, pour l'anecdote, je travaillais donc dans j'ai travaillé dans plusieurs agences de publicité quand je travaillais dans la pub. Et alors les agences de publicité, surtout dans les années 90 et 2000, c'était très marrant parce que
toute la partie commerciale des agences, qui est la partie majoritaire hein, d'une agence de pub, croyez pas. Les créatifs, c'est très minoritaire. Tous les commerciaux étaient un peu sous Windows et tous les créatifs étaient sur Mac. Et de temps en temps, on avait un petit nouveau sortant d'une grande école de commerce. Et pour faire plaisir au patron, il disait « Oui, j'aimerais qu'on étudie la possibilité que tout le monde passe sur Windows. » Et alors là, on était peut-être en minorité les créatifs, parce que moi je faisais partie des créatifs, j'étais directeur artistique. Mais alors là, il avait une révolte, le mec. Ah, il durait pas longtemps, là. Là, il terminait en slip à la machine à café, là. C'était pas la bonne idée à avoir. J'étais directeur artistique dans la pub. Non, non, mais bien sûr, d'un point de vue coût et rationalité, il avait raison, le mec. On aurait dû tous passer sous Windows, mais alors peut-être maintenant, peut-être ça a changé, mais je crois que j'ai jamais connu un créatif dans la pub qui travaillait avec autre chose qu'un Mac. Même quand les Mac étaient vraiment pas populaires, même quand Apple allait mal dans les années 90, les créatifs continuaient à bosser sur des Macs. Hein. Bah pareil, oui, Clément, moi c'est comme ça. J'ai jamais vu un designer UX ou UI travailler sur autre chose que d'un Mac, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis pas sur la bonne caméra, je suis en train de m'apercevoir, désolé. D'un point de vue coût, à l'achat, pro Apple, pro Windows. Dans ma boîte, ils utilisent beaucoup les surfaces. Bah comme quoi, ouais, tu vois. Allez, on va passer au prochain article. Prochain article, on va parler effectivement, vous voyez bien ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et le conflit. Je ne vais pas vous refaire l'actualité, c'est pas mon rôle, et puis je ne saurais pas le faire. Mais ce qui est d'intéressant pour rester dans la tech, c'est les résultats des moteurs de recherche. Et depuis les annonces de Vladimir Poutine, qui a annoncé le 21 septembre une mobilisation partielle militaire de la population, on a constaté un bond énorme d'une recherche bien spécifique sur Google. Comment se casser le bras chez soi? Comment faire pour se casser le bras? Alors, je cite Numérama. Moi-même, je n'ai pas pu mener l'enquête. J'aimerais quand même apporter... tout le peuple russe n'est pas en train de se rebeller contre les décisions de Poutine. On voit aussi, notamment en Tchétchénie, des jeunes qui sont très enthousiastes quant à l'idée d'incorporer l'armée russe et d'aller se battre en Ukraine. Donc n'ayez pas non plus... ne buvez pas jusqu'à la lie la soupe des médias qui aiment les messages simples. Les Russes ne sont pas tous contre Vladimir Poutine aujourd'hui. Mais le fait est que dans les recherches Google et les recherches de voyage, une partie des Russes cherchent à fuir le pays. Et on le voit dans les recherches Google, on le voit dans les billets d'avion qui s'arrachent. Et on voit effectivement beaucoup de recherches Google sur comment ne pas être incorporé effectivement à l'armée russe. Il y a eu quand même plus de sorties de pays que d'entrées. Oui, oui, mais c'est pas parce qu'on voit des files de bagnoles vers la Finlande que tous les Russes cherchent... Il faut pas tomber de Caribansi là. Au début de ce conflit, on s'est dit, mais comment les Russes peuvent accepter ça? On a compris quand même qu'une bonne partie des Russes étaient plutôt pour ce qui se passait, qu'ils n'avaient pas du tout la même vision du monde que nous. Et là, on est en train de retomber dans l'erreur, je trouve, personnellement, de se dire, ah bah là, Poutine, il a fait sa dernière erreur. Tous les Russes vont être contre lui. Je pense pas. Vous savez, il y a encore 2 semaines, on parlait justement sur TikTok. On parlait de TikTok avec des Russes qui commençaient à contester la politique de Poutine, mais pas pour lui dire d'arrêter la guerre, pour lui dire justement de déclencher une guerre totale.
C'est-à-dire de faire appel à la population civile pour avoir plus de troupes. C'est pour ça qu'ils contestaient Poutine. Il faut faire attention à nos biais. Nous, on pense que les Russes, on est une large majorité quand même, à penser que les Russes ont plutôt tort. Et que la population russe, ils sont soit endoctrinés, mais si on les laissait parler, ils seraient contre. C'est pas si sûr que ça. Les Russes ont une autre vision du monde, la population russe a une autre vision du monde, certes déformée parce que leurs médias sont ultra contrôlés aussi, j'ai envie de dire. Mais si on prend l'ensemble de la population russe, ils ont une autre vision du monde, c'est clair. Et on n'a pas à projeter notre vision du monde et à les juger en disant mais ils sont teubés les Russes de soutenir Poutine. On s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça en fait. Beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. Allez, je passe parce qu'effectivement, je sais, moi aussi, hein, j'aimerais en parler. C'est un sujet qui me préoccupe et j'aime bien parler des sujets qui me préoccupent. Mais on va essayer de rester un petit peu en ligne. On va parler de Meta, l'ex-groupe Facebook, hein, qui s'appelle Meta maintenant, qui est poursuivi pour un non-respect des règles de confidentialité d'iOS. On apprend effectivement qu'un recours collectif qui accuse Meta de suivre et de collecter des données personnelles des utilisateurs de l'iPhone, et ce malgré les fonctionnalités d'Apple visant à bloquer ce type de suivi. Cet été, on a appris que Meta pouvait suivre les interactions, les sélections de texte et même les entrées de texte des utilisateurs, y compris les mots de passe, lors de l'utilisation du navigateur intégré à l'application. Bien évidemment, cette pratique va à l'encontre de la politique de transparence et du suivi des applications ATT d'Apple. En pratique, Meta a développé un navigateur intégré à ses applications basé sur WebKit. Mais ce dernier lui permet, via un code JavaScript de suivi nommé Metapixel, de traquer tous les liens et les sites web affichés. Donc si vous ouvrez un lien dans Facebook et que ça s'ouvre dans une fenêtre, c'est le navigateur intégré de Facebook. Cela permet à Meta d'intercepter, de surveiller et d'enregistrer les interactions et les communications de ses utilisateurs avec les tiers, et en fournissant à Meta des données qu'il agrège, analyse et utilise pour augmenter ses revenus publicitaires. En vrai, pour améliorer le profilage publicitaire qui lui permet de vendre de la publicité ciblée à des annonceurs, pour être exact dans les termes. Facebook ne vend pas directement vos données. Facebook exploite vos données pour proposer un produit publicitaire ciblé à des annonceurs. Mais YouTube ne vend pas vos informations à un annonceur. Ça, c'est la version raccourcie et putaclic, on va dire, de ce qui se passe, en fait. Donc, c'est ce qu'on peut lire dans les documents officiels déposés hier devant le tribunal de San Francisco. Ainsi, cette nouvelle action poursuit donc le groupe de Mark Zuckerberg pour ne pas avoir respecté les directives d'Apple, mais aussi les lois nationales et fédérales concernant le recueil de données d'utilisateurs. Là où l'article n'est pas clair, ce n'est pas Apple qui est à l'origine. C'est un collectif, c'est un recours collectif. Alors, est-ce que Apple pousse derrière ? Mais c'est pas Apple là qui traîne Facebook au tribunal. Ils ont quand même été chopés plusieurs fois pour vente de données. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais tu as raison. Cambridge Analytica, c'était un cas très spécifique. Et là, il y a une utilisation des données qui a été détournée. N'oublions pas, par Cambridge Analytica aussi. Simplement, Facebook a laissé faire, en fait.
Oui, oui, ils se servent de notre data pour créer un profil et vendre des emplacements publicitaires ciblés. C'est ça, là. Mais c'est sûr que tu mets ça dans un titre de presse, c'est quand même beaucoup moins sexy que Facebook vend vos données. Ou dans les pubs Apple, où vous avez vu cette pub, où on voyait une espèce de mise aux enchères, où les méchants GAFAM vendaient les données des utilisateurs. C'est une vision manichéenne, appleienne des choses aussi. Pourtant, quand une entreprise soumet une app pour l'App Store, il y a des homologations d'app très costauds. Franchement, vous frauder. Oui, mais il y a eu des détournements célèbres aussi. L'App Store peut pas tout contrôler. Regardez la série sur Uber. Uber qui avait détourné en faisant un géofencing autour des bureaux d'Apple pour que Apple ne voit pas que Uber récoltait énormément d'informations à travers son application. Alors, je sais pas, dans Instagram, quand tu cliques sur un lien, d'abord, il n'y a pas de lien aussi facile que ça. Est-ce que tu es dans un. Est-ce que ça t'ouvre un autre navigateur? Je sais pas. Comme quoi, Apple n'est pas si sécurisé dans ses contrôles. La sécurité totale n'existe pas. Après, Apple, il veille au grain parce que Apple, c'est son business model hein, aussi, d'assurer que ce genre de choses ne se passe pas en fait. Sinon, ils perdraient leur. Sinon, toute leur campagne, nous préservons votre vie privée, ne tiendrait pas debout. Alors déjà, que certains, et vous avez peut-être raison, disent que ça ne tient pas debout. Moi, j'y crois quand même. Je suis peut-être naïf. J'y crois, attention. Apple protège votre vie privée si vous n'utilisez que des produits Apple. Ça veut dire que vous n'utilisez plus Google, vous n'utilisez pas Chrome sur votre iPhone, vous n'utilisez pas une boîte Gmail, vous n'utilisez que des produits Apple. Là, oui, j'y crois. Le problème, c'est qu'on utilise tous des produits Google, même sur nos iPhones. Donc là, ça ne tient pas, effectivement. Oui, il y a un navigateur moche intégré dans Instagram. Bah voilà, vous savez que quand vous ouvrez, tout le data, tout ce que vous faites est capté. Il y a eu un gros scandale, Siri, et où les employés de la marque écoutaient les conversations. Alors, c'était un fournisseur, effectivement. Ça date un peu, hein, cette histoire. Depuis, si vous avez un iPhone, vous avez une case à cocher quand vous installez Siri, vous demandant si vous êtes OK pour que votre voix soit récupérée, vous la décochez. Voilà. Mais effectivement, il y avait une faille dans le système Apple autour de Siri qui venait d'un fournisseur, en fait, parce que c'était pas analysé chez Apple même, mais ils avaient sous-traité l'analyse des voix Siri. Voilà, voilà. J'hésite à virer Gmail. Non, mais moi, je suis pas en train de vous faire la morale. Hein. J'utilise Gmail aussi sur mon iPhone. Hein. Donc, je sais que je suis pas entièrement sécurisé. Allez, j'enchaîne assez rapidement, mais on en reparlera peut-être. Pourquoi Discord mise sur la France, un service unique, loin de la toxicité des réseaux sociaux? Discord va communiquer fortement en France pour gagner à se faire connaître. Un service encore indépendant et très loin des réseaux sociaux plus malveillants. Comme la plupart des services tech, Discord a grandement bénéficié des années Covid. Quand tout le monde ne pouvait plus sortir, le service est devenu le lieu de retrouvailles pour de nombreux amis. Lancement de la première campagne de communication de Discord en dehors des États-Unis, ça se passera en France. Et on pourra découvrir des publicités sur Discord dans le métro des grandes villes, à la télévision ou en pré-roll, par exemple sur YouTube. Ce qui est intéressant avec Discord, c'est la capacité pour des communautés de se réunir facilement autour d'un sujet commun. Un jeu vidéo, un projet, un streamer, un passe-temps, une chaîne YouTube. Je rappelle notre Discord
Hein, on vous invite à rejoindre notre Discord, sachant que notamment si vous êtes contributeur et que vous reliez bien votre lien de contribution dans le Discord, vous aurez des salons réservés aux contributeurs. J'en profite d'ailleurs juste pour faire une aparté et remercier Agno, remercier JBU35, merci Franjaro46, merci Tyler 3002, merci Alex Old School, merci Lyomgi, merci Red One Red, merci Maginate, merci Pierrot le con. Hein, merci à vous, merci Laurent CDG et merci Laura Vegan. Merci, vous n'avez pas réussi à déclencher le train de la hype, mais on apprécie l'effort. Merci les contributeurs. Elles étaient déjà hier soir dans le métro parisien, les pubs pour Discord. Merci Petit Jean Lecourt qui renouvelle son Prime. Un grand merci à toi. Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, à quoi ça sert? Discord est vachement intéressant. C'est pas un réseau social, c'est vraiment un réseau d'amis où on se réunit autour d'un projet, d'une discussion, de plusieurs discussions, d'une activité de chaîne YouTube. Ils ont lancé des services hyper intéressants, comme Automode en ce moment, qui permettent de définir les propres règles de fonctionnement. Donc, il y a beaucoup de souplesse dans Discord pour déterminer comment vous voulez que votre Discord fonctionne. Merci à GP Digital qui a offert plein d'abonnements. Un grand merci à toi. Attends, j'essaye de remonter, je n'arrive pas à remonter dans la fenêtre. Merci qui a offert 10 abonnements à CIP Digital. Un grand merci à toi qui a déjà offert 40 abonnements sur la chaîne. Un énorme merci. T'as pété mon chat. Excellent. Je continue. Effectivement, Discord donne des outils de modération qui permettent de créer son propre écosystème. Donc de déterminer ce qu'on veut pas dans son Discord de manière hyper souple et très performante. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et même là, on est en train de l'expérimenter sur notre Discord. Allez voir ce matin si ça vous intéresse. Ils ont ramené les forums. En fait, ils ont ramené les salons de forum. On peut en avoir maintenant dans le Discord. C'est un outil adapté aux besoins qui n'avait pas totalement disparu. On a ouvert, par exemple, je crois, un forum, je regarde. Alors, pour les contributeurs, vous avez un forum de discussion test. Et en tech, on a ouvert un forum. Non, pour l'instant, il n'y a que les contributeurs, effectivement, on a ouvert justement un salon forum smartphone dans tech. Pour les contributeurs, vous pouvez aller expérimenter ça. C'est dommage, beaucoup de gens pensent que Discord, c'est pour les jeux vidéo. Ah, pas du tout. Nous, alors, je vais vous dire, depuis le confinement, justement, Discord avec Trello sont devenus les deux outils de gestion de notre entreprise. Nous utilisons Discord toute la journée. C'est un Discord que vous ne voyez pas, c'est un Discord réservé à l'entreprise, mais on organise tout. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on utilise Discord toute la journée. Toutes nos visios, on les fait sur Discord. Toutes nos réunions, on les fait sur Discord. Tous nos brainstorming, on les fait sur Discord. On utilise énormément Discord, quoi. Donc, Discord en France devrait s'investir dans les semaines à venir sur des événements locaux. Alors, bien sûr, ils seront à la Paris Games Week, qui se tiendra en novembre. Mais il est également question pour Discord de pousser les universités à adopter le service pour proposer des lieux communs en ligne pour les étudiants. Quand on sait que 67% des serveurs Discord en France ne sont pas des serveurs dédiés aux jeux vidéo, justement. Ce qui rentre parfaitement dans la stratégie d'extension du service. On comprend tout l'intérêt de la marque pour les pays. N'hésitez pas à les rejoindre, à rejoindre donc le serveur de Naotech dont on vous a mis les liens et si on peut remettre le lien du serveur Discord.
Quel est le business économique de Discord? Alors, pour l'instant, ils sont pas rentables, je pense. Je pense qu'ils sont en growth, multiplier le plus possible le nombre d'utilisateurs. Ils ont la formule Nitro, mais je pense pas qu'elle soit rentable. Il est très très probable, et ça il faut vous y attendre, qu'il y ait des business models qui arrivent dans Discord au fil des années. Il y aura probablement des systèmes un peu premium où voilà, ils peuvent être sur un pur modèle freemium comme le jeu vidéo avec des avantages cosmétiques, mais peut-être aussi débloquer certaines possibilités. Mais pour l'instant, de ce que je sais du business model de Discord, c'est pas enfin, c'est un business model de start-up. En ce moment, ils crament du cash et ils en rendent pas beaucoup. À ma connaissance, il n'y a pas de revente des données traquées chez Discord, mais je dis bien à mon niveau de connaissance. Mais je sais que il y a de plus en plus de boîtes qui passent sur Discord, hein, parce que bah, c'est Slack en moins cher. Discord est indépendant, hein, c'est une boîte. Ils sont, pour l'instant, parce que c'est ça aussi, pour l'instant, ils n'ont pas été rachetés par un gros. Pour l'instant. Je dis pas que ça arrivera pas. Oui, Slack a été racheté par Salesforce, ouais. C'est vrai que Discord a été pas mal utilisé par l'éducation nationale, hein. Merci Patitus qui a offert un abonnement. Merci, un grand merci à toi. Est-ce que j'ai remercié tout le monde là? Est-ce que j'ai fait mon job? Merci. Eh ben oui, non, j'ai remercié tout le monde. Donc c'est bon, j'ai fait mon job. Vous pouvez me payer maintenant. J'ai fait mon travail. Merci Mathieu 404 pour ton prime. Un grand merci à toi. Allez, je passe à l'article suivant. Je suis obligé de speeder, sinon je ne ferai pas tous mes articles. Mirolight commente pas la modération. Effectivement, on supprime les messages sur le physique des présentateurs parce qu'on a aussi des présentatrices. Et donc, c'est une décision. Vous n'avez pas forcément à commenter, même si c'est gentil. Ça engendre des discussions qu'on n'a pas envie d'avoir et des threads qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, c'est pas toi qui es visé. Merci pour ton message. Mais la modération a des règles claires là-dessus. Les commentaires sur le physique des présentateurs, on évite. Voilà. Parce que c'est pas intéressant. Voilà. Faudrait que je me repenche sur Discord à l'occasion. J'avais trouvé le site particulièrement compliqué. Alors, il y a une courbe d'apprentissage de Discord, hein. Évitez d'énerver la modération. C'est un conseil que je vous donne, hein. Voilà, je le dis à ceux qui essayent de teaser les modérateurs pour voir ce que ça fait de prendre un coup de batte dans la gueule. Voilà, pour une bonne idée. Venez pas vous plaindre. Voilà. Les gens qui jouent au malin avec les modérateurs, ça me fait penser aux Français qui jouent au malin avec les douaniers aux États-Unis. Ne faites jamais ça. Ne vous croyez pas plus malin qu'un douanier aux États-Unis, hein. Vraiment. Bref, fin de la parenthèse. On va parler de Logitech et Tencent qui officialisent leur partenariat autour de la console portable Logitech G Cloud. Est-ce que vous en aviez entendu parler de que Logitech allait sortir une console G Cloud? C'est un article des Numériques. Fin août, les images d'une mystérieuse console signée Logitech circulaient sur les réseaux sociaux. Il s'agissait nullement d'un canular puisque la société vient d'en officialiser l'existence. Logitech s'est associé à Tencent pour produire et commercialiser cette console entièrement dédiée au cloud gaming. Comme évoqué plus haut, la Logitech G Cloud, puisque c'est son nom, n'a pas la prétention,
On n'est pas du tout dans le Stream Deck, hein. Le Steam Deck, pardon. Euh, La Logitech G Cloud, puisque c'est son nom, n'a pas la prétention de faire tourner des jeux en natif et de se présenter comme une porte d'entrée vers différents services d'abonnement. T'arrêtes de sauter à cause de la pub, mon article, là. Les numériques. Arrêtez de faire des pubs avec un design qui s'adapte à la taille de la pub. C'est insupportable. Hein? Déjà que j'affiche vos pubs gratuitement, alors... Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je reviens dans mon sujet. Services d'abonnement comme le Streamlink, Nvidia GeForce Now, Xbox Console Gaming, Xbox Game Pass. Grand absent, il n'y a pas Shadow, c'est dommage. Préinstallé sur la console. Raison pour laquelle son architecture technique et son prix se révèlent plus modestes que ceux d'un Steam Deck, par exemple. On aura juste un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, un écran, mais encore une fois, excusez-moi, la console ne sera pas destinée à faire tourner le jeu, mais simplement à capter le flux du jeu qui sera streamé en fait sur la console. Un écran LCD tactile d'une résolution de 1080p qui n'a d'ailleurs pas convaincu le copain Furolite. Moi, je ne l'ai pas eu en main, donc je ne peux pas vous dire. Et peut lors de se recourir à un refroidissement passif nettement plus silencieux qu'un bon vieux ventilateur. Donc, il n'y a pas de ventilo là-dedans. L'objectif avoué de la Logitech est de proposer un appareil abordable, $299 en précommande et $349 une fois dans le commerce. Et léger, puisque la Logitech G Cloud ne pèse que 465 grammes. C'est marrant, c'est des trucs, à l'époque où je connaissais, je voyais bien les gens de chez Shadows, on en rêvait de ça. Un truc qui n'a que besoin d'un petit processeur pour recevoir le flux et de manette avec un écran et boum, t'as besoin de rien d'autre pour jouer. Choix plus étrange, un choix curieux. Il n'y a que de la connectivité Wi-Fi. Alors on se dit, bah merde, si je veux jouer dans le bus, en gros, je pense que Logitech se dit, si vous voulez jouer dans le bus, faites un tethering avec votre iPhone. Pour Logitech, on verra s'ils ont tort ou raison, même si c'est destiné à être une petite console portable, l'usage principal sera à domicile. Moi, je trouve ça aussi très cher. 300 €, plus de 340 € prix public pour un truc qui finalement, n'oublions pas qu'il va falloir du coup payer aussi son service cloud à côté. Honnêtement, j'aurais trouvé le produit intéressant dans les 200 €. Je vais être honnête avec vous. Surtout que l'écran n'a pas l'air top. J'ai dit avec votre iPhone. Faites un tethering avec votre smartphone, désolé. Sachant que, globalement, si tu achètes des manettes pour ton smartphone ou ton iPhone, tu peux faire la même chose. En vrai, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Si vous voulez une vraie console de jeu portable, avec du cloud gaming, go vous acheter un support de manette pour votre smartphone. Hein. Donc, à voir. Nous, on a des très bonnes relations avec Logitech. Ils viennent de m'envoyer d'ailleurs leur nouvelle série gamer quand je leur ai demandé, parce que j'avais bien envie de la tester. Spoiler, elle est vachement bien. J'en parlerai probablement dans les catalogues de Noël. Je vais leur demander si on peut tester ça. Mais je dis d'emblée, $349. Je sais que le coût de la vie est cher en Suisse, Logitech. Mais bon, ça fait cher quand même. Une console qui fait que du cloud. Alors c'est peut-être une première version. Ils testent à ce prix-là. Parce que à la limite, ce prix-là, ok, mais à ce moment-là, je sais pas, j'ai une offre de réduction pendant 1 an sur un service de streaming, quoi, quelque chose. On commence, oui, déjà à penser aux émissions de Noël, Laurent, c'est normal. Pour vous faire un bon catalogue des produits tech intéressants à Noël, il faut qu'on les teste dès maintenant, nous. Hein.
Alors, monsieur Papa, j'aimerais commenter ta modération. Euh, on arrête de dire des chinoiseries quand on parle de produits d'entrée de gamme ou low cost. On préfère. Voilà. C'est quand même un tantinet excluant. Voilà. Donc, je préfère l'indiquer pour le futur. C'est très méprisant quand même. Je sais, certains vont dire, oh, on peut plus rien dire. Ben, y a plein de choses qu'on faisait autrefois, qu'on fait plus aujourd'hui, c'est tant mieux. Voilà. La vie est pas chère en Suisse, juste hors de prix, ouais. Mais bon, monsieur Papa, y a rien de grave. Juste, je préfère expliquer les nouvelles règles de la modération. Comme ça, tout le monde est au courant. Live Martin, c'est pour que tu n'encombres pas. On n'est pas encore au moment de l'émission où il faut poser des questions qui n'ont rien à voir avec les articles. Live Martin, t'inquiète pas, c'est absolument pas une modération agressive. C'est juste pour moi, pour nettoyer le chat, que je tombe pas que sur des questions qui n'ont rien à voir avec l'article que je fais. Voilà, donc attends la fin de l'émission et le camp de fac. Bref, on verra. On verra si on peut tester cette console. C'est assez intéressant. Sur ce, on va enchaîner tout de suite sur un grand camp de fac. Mais avant le camp de fac, bien sûr, il faut que je vous parle de notre sponsor dans cette émission. Et notre sponsor, c'est vous, puisque nous n'avons pas décroché de sponsor pour l'instant pour le mug. En tout cas, ce mois-ci. Mon petit doigt me dit qu'on en a peut-être trouvé un pour le mois prochain, mais c'est pas encore signé. Mais pour l'instant, on a besoin de vous. On a besoin de vous justement parce que grâce à nos contributeurs, on a le luxe par rapport à d'autres chaînes de pouvoir choisir un minimum nos sponsors. Parce que grâce aux contributeurs, si on dit merde à un sponsor, on est un peu plus poli que ça, mais on décline respectueusement son offre de sponsoring tout en le remerciant d'avoir pensé à nous, mais on n'en veut pas de ta merde. Et ben c'est grâce aux contributeurs que je peux me dire bon bah je vais quand même pouvoir payer Karina ce mois-ci grâce à l'aide des contributeurs. Alors ça paye pas tous les salaires les contributeurs, on en est loin, mais c'est une vraie aide, une vraie respiration pour nous et qui nous permet d'avoir un petit peu plus de liberté dans le choix de nos sponsors. Ça ne nous permet pas de nous priver de sponsors. J'aimerais bien, mais je pense que ce monde-là n'existe pas, où on pourrait avoir assez de contributeurs pour ne pas faire de pub du tout. Mais un énorme merci aux contributeurs. Vous avez plein de moyens de nous aider. Samuel va vous mettre tous les liens dans le chat. N'oubliez pas que les contributeurs ont droit à des avantages suprêmes. Genre un live privé toutes les semaines le jeudi soir à 18h. Des vidéos en exclusivité. Des chats privatifs, effectivement, dans le Discord. L'accès à un vide-grenier où on revend tout notre matériel, des smartphones qu'on a utilisés en test, on les revend un an après. Quand on a fini même de faire le comparatif avec l'année précédente, on les revend sur le vide-grenier. On revend des caméras en ce moment. Il y a GH5, GH5S. Je vais demander à ce qu'on baisse les prix sur le vide-grenier. Donc ça, c'est réservé aux contributeurs qu'on remercie. Mathieu 404, oui, je t'ai remercié. Voilà, en tout cas, donc les contributeurs, c'est vous. Ça fait mal de baisser les prix sur le GH5. Bah, en même temps, ça me fait chier que le GH5, là, il prenne la poussière. J'aimerais bien que quelqu'un l'utilise. Le GH5S aussi, qui est excellent. Donc, on va faire des prix plus incitatifs. Allez, on va passer au camp de fac. C'est parti. Le camp de fac, je change de caméra pour être plus proche de vous et lire vos commentaires. Y a-t-il un endroit où expliquer le business model de Nowtech? Non, mais je peux te le résumer in a nutshell. Notre chiffre d'affaires est composé de sponsors, d'affiliations,
et de contributeurs. Très schématiquement, c'est aussi simple que ça. Et ah oui, non, et également d'argent de la pub YouTube directement, les pubs que vous voyez au début et à la fin des vidéos. Aussi les YouTube Premium. Sur Twitch, un tout petit peu d'argent de la pub, mais les subs et les primes. Voilà ce qui constitue, dans le plus gros des ensembles, le chiffre d'affaires de Nowtech. Est-ce qu'il va y avoir des French Days sur Amazon? Non, Amazon a son Black Friday, lui. Je crois pas. Hein. Vous vendez encore sur la boutique Mug? Non, j'ai pas vu de commande depuis longtemps. De toute façon, ça, c'est pas trop dans notre business model parce que ça rapporte quasiment rien. On a fait des petits goodies. On va être honnête, c'est pas du tout dans notre business model, les goodies. C'est surtout pour faire plaisir. Si on devait lancer des goodies qui seraient vraiment rentables pour nous, ce seraient des goodies beaucoup plus chers. Donc on hésite beaucoup à le faire. Je ne vois jamais de programmation dans votre partie, dans le guide TV de Twitch. Ils sont pas annoncés dans notre planning, les mugs. C'est les seules émissions qu'on est sûr de faire, hein, les mugs. C'est pour ça que je verrai avec Guillaume on Off Web. Non, non, mais des peluches, vous vous rendez pas compte? Le coût de fabrication des peluches, il faudrait que j'ai un stock de peluches ici et que je vous les envoie. Je ferai plus de vidéos. Pourquoi ne pas live sur YouTube? Parce qu'il n'y a pas les subs. Je vais te répondre. Alors là, vraiment, de manière hyper brutale, hyper franche, la principale raison pour laquelle on n'est plus, parce qu'on a fait des lives sur YouTube pendant très longtemps, c'est qu'il n'y a pas les subs. Et faire des lives le matin nous rapportait strictement rien sur YouTube. Et maintenant, je ne dis pas que ça rapporte des fortunes, hein, mais ça me permet de payer les présentateurs du mug. Voilà, pour être aussi clair que ça. Ça vous occupe tous à plein temps ou vous avez un métier à côté? On va dire qu'on est deux vraiment à plein temps. Guillaume est à 95%. Ça va changer un peu parce qu'il va donner des cours, mais il est à peu près à 90%. Il va être à 90% pour la chaîne. Dina, il a d'autres clients que nous. Il est freelance. Et oui, la partie commerciale, Cédric et Léo ne travaillent pas que pour Nowtech. Voilà, ils travaillent aussi pour d'autres chaînes. Voilà. Sinon, il faut réserver au premium sur YouTube. C'est techniquement pas possible. En fait, le gros problème, si on multiplie les plateformes, en fait, il y a des trucs qui sont techniquement très compliqués. On aimerait que ça soit plus simple, mais c'est très compliqué. À tout moment, Léo vend des données de Nowtech. Alors, exactement. Léo, c'est pire que Google. As-tu pensé t'affilier à une régie? On a été dans une régie, Yves Castel, pendant un certain temps. On va dire, pour faire les choses simples et sans rentrer dans les détails chiants pour vous, nous avons créé notre propre régie. Voilà. Est-ce que vous pensez que le métier de YouTube, de monteur vidéo a un bel avenir, un très bel avenir? Monteur étalonneur, il y a énormément de demandes. Les prédictions sont 80% du trafic web seront des vidéos. Donc, je pense personnellement que de se former au montage et à l'étalonnage, parce que ça, il y a trop peu de monde en étalonnage, vous avez quasiment des jobs assurés. Restez en freelance d'ailleurs. Vous gagnerez mieux, je pense, votre vie qu'en étant salarié. Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même. De futures vidéos sur Watch Ultra. J'ai pas la date de sortie. On l'a pas reçu, hein, l'Ultra. On la reçoit normalement lundi. Après, il faut que je teste et tout. A priori, on va surtout vous faire un guide d'achat de l'Apple Watch. Parce que bien évidemment, l'Ultra, je ne peux pas la tester en condition Ultra. Si un jour on fait un test de l'Ultra en condition Ultra, il nous faut du temps. Il faut que je trouve, voilà, il nous faut du temps et du budget. Parce que si on doit aller filmer à la mer, quelqu'un qui plonge,
et ce genre de choses, pour donner un peu des belles images et tout ça. Faut que je déploie tout le monde, que je paye des Airbnb, qu'on tourne ça. Voilà, donc on le fera peut-être plus tard si on trouve un sponsor autour d'une vidéo comme ça. Voilà, ça parle beaucoup ce matin. Faut dire qu'on est beaucoup, hein. On était presque à 1000 tout à l'heure. C'est cool. Continuez à poncer Da Vinci, très bonne idée. Pour avoir fait du montage dans la pub, bas de gamme, l'étalonnage OSEF total, pas le temps. Oui, Claricule, nous on étalonne nos vidéos, mais on est des rares youtubeurs à le faire, parce que c'est effectivement très chronophage. Par contre, non, l'étalonnage quand même, y a du job. Peut-être dans la pub bas de gamme, non, mais il y a du job. Jérôme teste l'Apple Watch Ultra en faisant un Ironman. De- En vrai, j'aimerais bien aller en montagne, au moins dans un cadre intéressant, mais on n'a pas le temps là. Pour l'étalonnage, il faut un cheval. C'est pas. On cherche pas un bout en train non plus. Ah ah, ah, je t'ai eu, hein. T'as essayé de me faire une blague chevaline et boum, je t'ai balancé du bout en train. Je sais ce que c'est un bout en train. Le gars n'a pas compris et il achète un étalon. Non, l'étalonnage, c'est régler les couleurs de la vidéo. Intéressant de nous donner les coulisses pour une vidéo telle que l'Apple Watch Ultra. On voit les coups cachés d'une telle vidéo. Bah, disons que si je veux faire un truc qui est de la gueule, je vais pas rester dans mon studio à interviewer en visio un aventurier, quoi. Fait excuser avec un faux fond, ouais. Faut être créatif pour être monteur vidéo. Oui, quand même. Il faut avoir une petite fibre. Il faut avoir le sens du rythme. C'est le plus important chez un monteur, c'est avoir le sens du rythme. Ouais, on travaille en vlog, nous, ouais. Donc il faut étalonner tous nos plans. Un bout en train, ce n'est pas que quelqu'un qui fait rire. Un bout en train, c'est un cheval qui excite, si je ne me trompe pas, qui excite la jument avant que les talons viennent la féconder. Guillaume, ça va mieux. Et c'est marrant, hein, Guillaume se plaint d'un rhume, vous êtes tous à son chevet. Moi, on me voit faire des mugs où je dégouline de morve, et les gens, ouais, c'est le patron, donc lui, on va pas le plaindre. Ouais, nous on travaille avec Final Cut. La personne là qui voulait me poser une question sur les Mac Pro, est-ce qu'elle a pu la reposer? Repose-la parce que tu t'es pris un ban. Ouais, le bout en train, c'est celui qui passera jamais à l'action aussi. Guillaume était au bout de sa vie. Mais c'est de la comédie. Il a essayé de vous tirer des larmes. Je suis un patron dur. Sa question est dans l'oreillette. Ah, alors. Alors, Live Martin, si tu es encore là, c'est le moment, c'est l'instant. Des infos sur le Mac Pro 2022-2023. 3, nous avons des infos sur la taille des puces. Merci. Ben, en vrai, comment veux-tu que j'ai des infos plus que toi? On n'a aucun contact avec Apple. Donc, non, je suis désolé, j'ai aucune info de plus que toi. Un énorme merci, Gilet, qui a offert 10 abonnements communautaires. Merci aussi Opidras. Merci Toelat. Merci à vous, les contributeurs. Un grand merci, Gilet, pour avoir offert 10 abonnements. Voilà, c'est Guillaume qu'on va envoyer avec l'Ultra Watch. On te plaint aussi, Jérôme? Non, mais moi aussi, tu vois, je fais ma Cosette. Non, en vrai, il était quand même bien. Et il avait un beau rhume. Il avait un beau rhume. Jérôme, dans 2 minutes, il faut couper le live. Je ne t'ai jamais dit, Samuel, que j'allais finir à 9h30 non plus. Tu peux y croire. Mais j'ai jamais dit que j'allais terminer à 9h30.
Non, non, j'ai aucune rumeur Live Martin sur les sites US. Après, moi, je te donne un conseil. Il y a un site qui est bien. C'est Apple Rumor, je crois. Il donne des pourcentages de chance de la rumeur. Si tu veux vraiment, vraiment de la rumeur la plus... Merci les gens pour votre soutien. Je suis heureux de voir que vous préférez le vrai présentateur du mug. Ça peut pas être Guillaume. Guillaume n'écrirait pas ça dans un chat. Jérôme a pris goût au gravier, mais les graviers, c'est le plaisir, les graviers. Je me roule dans les graviers. Marion qui doit se demander comment tu fais pour pas finir à 9h30. Marion est très forte. J'admire Marion. Marion a un esprit bien mieux structuré que moi et arrive effectivement à se tenir à des horaires. Moi, non. Quand sortiront le test de l'iPhone 14? On est en train d'écrire les premiers. On prend notre temps. D'abord, on a raison de prendre notre temps. Pourquoi? Il y a un nouveau patch pour réparer certains problèmes. Si on sortait le test trop vite, on aurait peut-être parlé de ces problèmes. Bah, ils sont réparés. Donc, vous voyez que ça vaut le coup. Alors oui, on ne sera pas dans le peloton de tête. De toute façon, JB a déjà sorti son test complet, etc. On sera dans le peloton de queue des tests de l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14, on ne va pas le tester. On a tout dit. On n'a pas parlé de la réparabilité. On l'évoquera peut-être dans le 14 Pro. Mais voilà, on préfère prendre le temps. Moi, j'utilise le 14 Pro tous les jours. C'est le meilleur test qu'il faut faire. Prendre le temps aussi de tester correctement. On comprend que vous ayez hâte de voir nos vidéos et ça nous flatte énormément que vous ayez hâte de voir nos vidéos. Et c'est très dur de résister à votre pression et on pourrait se dire ouais, ils la veulent, il faut qu'on la sorte le plus vite possible. Mais je pense que si vous appréciez nos tests, c'est aussi parce qu'on prend un certain temps pour les faire, un temps de réflexion. On a beaucoup de discussions en ce moment avec Guillaume autour de l'iPhone 14 Pro. Donc voilà. Moi, c'est le 14 Pro. Le Max, c'est trop grand pour moi. Les planches à saucisson, c'est pas mon truc. Alors, on fait moins de vues en faisant ça, c'est sûr. Parce que tous les tests sont déjà passés quand on sort le nôtre. En route pour acheter les AirPods Pro 2. Ah oui, il y a ça aussi, putain. Ah oui, ça arrive aujourd'hui. Ah, le saucisson, c'est excellent, mais je n'ai pas besoin d'une planche à saucisson dans ma poche arrière. Il y a le nombre, mais aussi la qualité. Oui, mais si tu fais que de la qualité en méprisant complètement le nombre de vues, tu disparais. Tu disparais avec la reconnaissance éternelle de tous ceux qui te disent « Ah, tes vidéos étaient vraiment les meilleures. Oh, » C'est con que tu sois mort. C'est la dure règle du contenu. En misant tout sur la qualité, tu vas disparaître. Eh oui. La qualité ne fait pas les vues, hein. C'est le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est possible de trouver des séries 7 en boutique Apple? Non. Peut-on streamer un PC sur une Apple TV? Je l'ai fait, mais avec du HDMI. Quelqu'un peut répondre, est-ce qu'on peut streamer du PC sur une Apple TV? A priori non, parce qu'il faut passer par AirPlay. Non, a priori non. Ah bah content que planche à saucisson s'est pris dans ton entreprise. Alors Chromecast via cross-platform, ouais. Les vues ne font pas la qualité. Oui, mais si tu n'as que la qualité et tu n'as pas les vues, tu meurs. Donc faut composer. Faut composer avec ça. La qualité paye pas, hein, contrairement au dicton populaire.
Désolé d'éloigner vos croyances là-dessus, mais la qualité paye pas. En tout cas, la qualité seule ne paye pas. Voilà. N'oublie pas qu'il a bossé dans la pub et les slogans accrocheurs, il connaît. Ah, ça vaut pas mon... Qu'est-ce que je disais hier? La vérité est un bol de cornflakes dans du lait tiède. Ça, j'en ferais bien un t-shirt. La vérité, c'est des cornflakes dans du lait tiède. Aïe, 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 aïe. Sur ce, je vais vous laisser. Effectivement, on va terminer un petit peu avant 9h. Là, Samuel est là. Alléluia. Jérôme va terminer avant 9h40. Aïe, 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 aïe. Non, mais il faut la prendre en contexte, cette citation. Ah, en fait, on parlait de comment reconnaître une fake news. Une fake news, c'est croustillant. Toujours croustillant. Tu as envie de le partager. C'est bon, une fake news. Tu te dis, un truc bien, bien croustillant. La vérité, par rapport à une fake news, c'est toujours un peu fade. C'est fade, c'est pas très ragoûtant, c'est du compromis, c'est des cornflakes dans du lait tiède. Voilà. C'est pour remettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas vu, hier. Sur ce, on va faire un petit raid, les gens. Qui qu'on va raider? Qui mérite notre raid? Ah tiens, Rivenzi joue à Crusader Kings 3. J'aurais tenté de regarder, mais j'aurais pas le temps. Bah si Flonflon, t'es là ce matin ou pas? Il est là, l'ami Flonflon. Je le vois pas dans les... Attendez, je cherche. Flonflon, allez, un petit raid chez Flonflon, let's go. C'est parti, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve lundi. Eh ouais, c'est moi lundi matin. On reprendra la semaine ensemble. Passez un très bon week-end tous. Et je vous fais des gros bisous. Et je lance le générique de fin.